implanter un environnement flexible au primaire et au secondaire. Et comme vous l'avez entendu, ce webinaire-là va être enregistré. Ne vous inquiétez pas, là, ce sera placé probablement sur le site de la mobilisation pour vous donner accès à l'enregistrement. D'abord, nous avons noté vos questions soumises lors de l'inscription. D'ailleurs, on était ravis là, de voir l'intérêt de tous partout, là, dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est vraiment génial là, de voir l'engouement. On a aussi Valérie Pelletier qui est dans l'équipe qui va effectuer une prise de questions dans le chat en continu. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les inscrire et Valérie pourra également répondre également là, lors du webinaire. Je vous présente l'équipe, en fait, qui va être les intervenants lors du webinaire aujourd'hui. Donc, je me présente, Marianne Julien. Moi, je suis à la coordination de la TIR SHV de la capitale nationale qui s'appelle la mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la capitale nationale. Lors du projet d'évaluation Ma classe flexible, moi, j'ai agi à titre de chargée de projet. Il va également y avoir Caroline Massy. Donc, Caroline Massy a été dans l'équipe d'évaluation. Et finalement, Alix Saint-Aubin, qui ne pouvait être avec nous physiquement aujourd'hui, mais qui a été préenregistré. Vous allez pouvoir découvrir là, son rôle à titre de chargé du plan d'évaluation. Nous souhaitons mentionner que nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Sachez là, que le financement est provenu d'institutions publiques. D'ailleurs, on tient à remercier le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et également la TIR-SHV de la capitale nationale pour leur investissement dans le projet et également d'avoir cru en l'équipe. À noter également la présence de David Larose. Donc, David fait également partie de l'équipe. C'est le principal auteur du Scoping Review dont il sera question lors de la présentation. Si des fois vous avez des questions plus précises pour lui, ce sera également possible de lui adresser. Qu'est-ce qu'une TIR-SHV? Qu'est-ce que la mobilisation? En fait, c'est l'allié privilégié qui stimule et rassemble les forces vives des milieux pour améliorer les environnements favorables à la santé. En résumé, il y en a une dans chacune des régions du Québec, donc je vous invite là, à rentrer en contact si ce n'est pas déjà fait avec la TIR de votre région. Si vous êtes curieux à savoir quelles sont les thématiques ou sujets qui sont donc traités au sein de la mobilisation. Désolée pour le petit défi technique. En fait, il y a la mobilité, se mailler pour mieux manger, la nature et l'infrastructure. Bref, je vous laisse découvrir la suite, mais c'est beaucoup de thématiques qui ont un lien, notamment aussi avec la diminution des comportements sédentaires. Maintenant, ce qui vous intéresse, bien entendu, c'est le webinaire aujourd'hui. Donc, voici le plan de la présentation. Ce qu'on a cru bon vous présenter aujourd'hui, ce sont le pourquoi, le comment et finalement, on va aller avec nos conclusions. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la présentation du projet d'évaluation, il sera question de la mise en contexte, de la méthodologie, des résultats et finalement des liens avec les études recensées. Au niveau du comment se mettre en action, il y aura l'aménagement flexible, les pratiques pédagogiques et finalement l'ergonomie. Puis, en guise de conclusion, bien, ce sera un peu les faits saillants là, de notre projet d'évaluation, puis qu'est-ce qui est à retenir à ce niveau-là. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire également, il va y avoir un petit sondage d'évaluation qui vous sera envoyé après le webinaire et nous allons également vous partager la présentation en PDF. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais sachez que la présentation vous sera partagée également. Alors voilà, maintenant je vous laisse au bon soin de ma collègue Alix Saint-Aubin qui va se présenter. Donc, on la découvre à l'intérieur du vidéo qui suit. Voilà, bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alix Saint-Aubin et j'étais la chargée d'évaluation du projet Ma classe flexible. Je suis kinésiologue de formation et chargée d'enseignement en médecine au baccalauréat en kinésiologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments qui ont mené à l'élaboration de ce projet, ainsi que les principaux résultats et les éléments principaux de discussion qui en sont ressortis pour ultimement vous donner le guide d'implantation pour un environnement flexible
primaire et secondaire. Alors, pourquoi avoir choisi de cibler la sédentarité en milieu scolaire? Donc, on le sait, nos enfants sont en moyenne 6 heures par jour à l'école et la majeure partie de ce temps est passé de façon sédentaire. C'est important de différencier le comportement sédentaire de l'inactivité physique. Alors, le comportement sédentaire, c'est tout comportement d'éveil qui implique une très faible dépense énergétique en position assise, inclinée ou allongée. Alors que l'inactivité physique, c'est en fait l'incapacité à l'enfant d'atteindre les recommandations en termes d'activité physique quotidienne, qui sont de 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Alors, la sédentarité, elle est associée chez les jeunes à une augmentation des problèmes de santé précoce, ainsi qu'à une diminution des performances cognitives. Dans les dernières années, en 2022, le Sedentary Behavior Research Network a publié des données dans lesquelles il donnait des recommandations pour essayer de diminuer ces problématiques-là au niveau scolaire. D'ailleurs, l'Agence européenne de la santé et de la sécurité au travail a publié dans son rapport qu'il était important que le travail assis soit réduit le plus possible chez les enfants. Et donc, la question se pose, est-ce que l'implantation des classes flexibles pourrait se faire partie de l'équation? Avant toute chose, il faut définir qu'est-ce qu'une classe flexible. Donc, le projet d'évaluation était un projet qui a duré entre 2019 et 2022, dans lequel différentes étapes étaient nécessaires pour parvenir à l'élaboration du guide d'implantation de la classe flexible. Donc, premièrement, il est important de recenser à travers la littérature scientifique tous les éléments des interventions qui avaient été faites dans les dernières années en lien avec les classes flexibles ou les classes actives. Une fois que c'était fait, il fallait choisir nos outils d'évaluation pour venir collecter les données et s'assurer que l'implantation des classes flexibles pouvait atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Ensuite de ça, a eu lieu la collecte de données au niveau primaire et secondaire, mais également au niveau cégep et universitaire. Pour des besoins de pertinence, aujourd'hui, seulement les résultats primaires et secondaires vous seront présentés, ainsi que l'analyse de données au niveau primaire et secondaire. Nous vous invitons à nous contacter si vous êtes intéressé à en savoir davantage au niveau du cégep et de l'université. Au terme de tout cela, nous avons créé le guide d'implantation des classes flexibles au niveau primaire et secondaire et un scoping review, une revue exploratoire, est sur le point d'être publiée à cet effet. Au niveau de la méthodologie, je vais vous expliquer comment nous avons procédé. Premièrement, nous devions sélectionner des outils d'évaluation pour permettre d'évaluer si l'implantation des classes flexibles répondait à nos attentes. L'objectif initial était d'évaluer si la présence de classes flexibles allait venir favoriser de façon positive le comportement sédentaire des jeunes et nous voulions avoir différentes mesures pour s'assurer que ce projet fonctionnait bien. Donc, premièrement, nous avons utilisé des données subjectives chez les enfants au niveau des questionnaires existants qui nous permettaient de quantifier le niveau d'activité physique chez ceux-ci. Donc, il s'agit de l'IPAQ, le International Physical Activity Questionnaire, qui était basé en deux formats, donc des formats pour les 3 à 10 ans et des formats pour les 11 à 14 ans. Ensuite de ça, nous voulions des données plus objectives, donc nous avons utilisé les accéléromètres, qui sont en fait des petites montres portées au poignet par l'enfant, dans lesquelles nous obtenons des mesures de nombre de pas et de dépenses énergétiques minutes au niveau de la dépense énergétique faible, modérée et intense. L'objectif était de quantifier sur leur journée à l'école, à savoir est-ce que la majorité de leur temps est passé dans les zones d'intensité ou simplement de façon sédentaire. En complément à tout cela, nous avons également ajouté des questionnaires en lien avec l'ergonomie à l'école. Donc, premièrement, le questionnaire nordique qui a été modifié par Charles Côté, professeur en santé et sécurité au travail à l'Université du Québec à Rimouski. Ce questionnaire avait comme but d'évaluer si l'ergonomie de bureau des enfants était adoptée au niveau des classes flexibles et au niveau des classes traditionnelles. Et finalement, nous avons créé un outil de grille d'observation en classe des comportements sédentaires et de l'environnement physique afin de quantifier la différence entre les différentes classes, et ce de manière traditionnelle et de manière flexible. Finalement, pour la faisabilité, nous avons décidé de faire un sondage aux enseignants et aux étudiants en lien avec l'appréciation d'une classe flexible
et également la faisabilité de l'implanter pour un enseignant au primaire et au secondaire. La collecte de données s'est passée sur 2 étapes, une V1, donc une visite numéro 1, ainsi qu'une V2, une visite numéro 2. Le délai entre les 2 visites était variable en fonction des disponibilités des classes, mais aussi en fonction de l'horaire des professeurs. Au total, nous avons recensé 10 classes au primaire dans 4 écoles et 4 classes du secondaire dans 2 écoles, ce qui nous donnait un bassin de 197 étudiants au primaire et 116 étudiants au secondaire. Le format était le suivant pour les classes au primaire. On venait évaluer l'ensemble de la journée pour les comportements. Et pour les classes au secondaire, il s'agissait seulement d'une période puisque les périodes sont interchangées et les étudiants doivent se déplacer entre les différentes classes, entre les périodes. Au préalable, pour les classes traditionnelles, on ne demandait pas de modifier la façon dont la classe allait fonctionner. On faisait seulement venir observer une classe normale. Alors que pour les classes flexibles, il y avait une formation qui était donnée par notre équipe pour les accompagner dans l'élaboration d'une classe flexible. Et il y avait un peu de matériel qui était fourni afin de leur permettre de rendre leur classe un peu plus flexible. Donc, les principaux résultats qui sont sortis de ces évaluations. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a moins de comportements sédentaires grâce au déplacement et à l'utilisation de différentes positions dans les classes flexibles. Donc, naturellement, le fait d'avoir différentes sortes d'assises permet aux étudiants de se déplacer de façon un petit peu plus libre. Et ce qui était observé autant au niveau de l'accélérométrie et au niveau des observations physiques de la part de notre équipe, c'était que les classes flexibles favorisaient un peu une diminution des comportements sédentaires et qu'il y avait aussi présence de plus d'activité physique modérée et de nombre de pas mesurés par période. De l'appréciation et la faisabilité, voici quelques témoignages que nous avons recueillis de la part des enseignants. Donc, l'implantation d'une classe flexible suscite plus d'engagement, d'attention et de concentration chez les apprenants, permet de diversifier les méthodes d'enseignement et d'intégrer du mouvement dans les apprentissages et d'utiliser plus facilement le travail collaboratif, permet aux apprenants d'adopter différentes postures de travail et est faisable lorsqu'on débute, mais il vaudrait mieux avoir un accompagnement. Nous pensons que le guide d'implantation de classes flexibles primaires et secondaires sera un outil vraiment intéressant si les classes flexibles sont quelque chose que vous désirez implanter pour votre classe. Donc, les principaux défis rapportés sont les suivants. Donc, choisir des approches pédagogiques qui favorisent l'environnement flexible. Trouver le matériel adéquat selon le budget qui est disponible. S'assurer de bonnes postures pour chaque poste de travail et pour chaque utilisateur. Bien gérer les différents niveaux de tolérance au mouvement et au bruit. C'est sûr que parmi les principaux défis, on doit adapter un peu la façon dont on va enseigner à nos enfants, puisqu'il va y avoir un peu plus de mouvement et un petit peu plus d'ateliers qui se veulent moins sédentaires. De plus, en fonction des différentes commissions scolaires, il est possible que le budget soit variable entre les écoles. Et finalement, comme on le sait, le développement des enfants se fait de façon différente pour chaque enfant et d'uniformiser les postes de travail peut être difficile, surtout dans les années dans lesquelles les enfants vont avoir des poussées de croissance qui sont assez différentes. Et finalement, pour les enfants avec des problématiques au niveau des difficultés de tolérance au mouvement et au bruit, c'est sûr que cela peut venir impacter la façon dont nous allons présenter la classe flexible. Maintenant, faisons le lien avec les études qui sont recensées. Quelles sont les discussions qui sont ressorties de ce projet? Donc, en fait, selon la revue de la littérature faite par un de nos collègues, David Larose, étudiant et candidat au doctorat en kinésiologie de l'Université Laval, actuellement, il y a plusieurs études, 91, qui viennent s'intéresser aux environnements flexibles. Donc, on sait qu'il y a environ 25% de ces études qui portent sur les pauses actives, à peu près 40% sur les apprentissages actifs, ainsi que 32% sur l'environnement flexible. On voit que l'apprentissage actif est de plus en plus populaire, alors que l'environnement flexible répond à peu près au tiers des études qui sont recensées, et les pauses actives qui sont de moins en moins populaires
et qui représente le quart des interventions. Ce que l'on sait de ces études, du recensement de cette revue exploratoire, c'est qu'on observe une diminution des comportements sédentaires en incluant le temps assis et le nombre de transitions assis-debout. On remarque également une augmentation de l'activité physique en incluant le nombre de pas et le nombre de dépenses énergétiques faites par les enfants lors de leur période en classe flexible. Et donc, globalement, il y a un effet positif ou neutre qui a été observé en lien avec les troubles musculo-squelettiques, donc la partie ergonomie. Par contre, aucune étude ne rapporte d'effets négatifs dans cette intervention sur ces variables. Je passe maintenant la parole à mes collègues qui vous donneront des trucs pour comment se mettre en action et je vous remercie de votre attention. Maintenant, on cède la parole à Caroline Massy qui va prendre le relais. Puis encore désolée là, pour les petites coupures de son. Caroline, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Donc, Caroline Massy, moi, j'ai participé dans le projet d'évaluation en tant qu'observatrice. Donc, dans l'équipe d'évaluation, j'ai aussi travaillé en amont, donc au choix des outils d'évaluation. J'ai aussi participé comme accompagnatrice pour les milieux postsecondaires. Et finalement, j'ai collaboré aussi à la revue littérature de type exploratoire dont Alex nous a fait état des résultats. Donc, moi, je vais vous entretenir sur la portion de comment on peut implanter un environnement flexible à l'école. Donc, pour la diapositive suivante, merci. En fait, le projet d'évaluation a été basé sur le programme Ma classe flexible, donc qui est un programme qui mise sur une démarche de formation et d'accompagnement qui est lié à l'aménagement flexible de la classe, aux pratiques pédagogiques et de même qu'à l'ergonomie. Et maintenant, Alex disait qu'est-ce qu'une classe flexible? Donc, on y répond. Voici une définition qui rallie plusieurs auteurs, chercheurs, de même que nous-mêmes. Donc, l'aménagement flexible fait référence à une modification de l'espace physique de la classe, ainsi qu'à une modification des pratiques pédagogiques afin d'harmoniser l'environnement d'apprentissage aux besoins des apprenants d'aujourd'hui. Et on vous met en image, étant donné que le projet d'évaluation, on avait comparé des classes traditionnelles à des classes flexibles. Donc, si on voit des classes flexibles, on a des classes traditionnelles, pardon Marianne, si tu le ramènes, on a des classes traditionnelles de niveau primaire et secondaire, où l'enseignement va être principalement magistral avec des bureaux en rang ou en îlot qui vont être orientés vers l'enseignant. En contrepartie, en image, nos classes flexibles qu'on a pu observer dans le cadre du projet d'évaluation ou encore dans le cadre du déploiement de notre programme Ma classe flexible. Donc, on voit qu'il y a il y a une diversification en termes de posture de travail, beaucoup de travail debout. On a quelques étudiants aussi qui travaillent assis à leur bureau. On a du travail au sol. On voit un petit peu de mobilier flexible à travers tout ça. Et finalement, on voit beaucoup de travail collaboratif. Donc, maintenant, quelques conseils avant d'implanter une classe flexible. Donc, tout d'abord, pour les dirigeants, on vous propose d'inclure la diminution des comportements sédentaires et l'augmentation de l'activité physique dans le projet éducatif de l'école. D'ailleurs, vous pourriez en profiter pour partager les données probantes qu'on vous partage ici dans le cadre du webinaire. On vous conseille aussi d'appuyer et de soutenir le personnel dans son changement de pratique et de même que de l'informer des ressources disponibles. Donc, on peut penser aux ressources financières, aux ressources matérielles ou encore les conseillers pédagogiques de votre centre de service scolaire. Et ensuite, pour les enseignantes, on vous propose de cibler vos objectifs. Donc, quelles sont les raisons qui vous motivent dans l'implantation de la classe flexible et bien sûr d'en informer donc votre direction, les parents, de même que les élèves. On vous propose aussi de consulter les collègues et ou les ressources matérielles pour faire une liste du matériel à ajouter. Donc, si vous y allez en achat de matériel ou de mobilier, du matériel ou mobilier qui serait à enlever ou encore à échanger. Donc, on vous propose à cet effet-là d'aller voir dans les classes autour de vous s'il n'y avait pas du mobilier qui serait trop petit ou trop grand, donc que vous pourriez échanger avec vos collègues. On vous propose aussi de partager les bons coups, voir les défis avec d'autres collègues qui implanteraient la classe flexible et pourquoi pas se partager aussi la tâche dans le cadre de la planification
ou encore de la préparation là, de certaines activités pédagogiques. En termes d'aménagement flexible de la classe, on va commencer avec un saviez-vous que. Donc, l'aménagement de l'espace est au service de ce que l'on veut faire. La pédagogie de l'enseignant, sa conception de l'apprentissage, de même que son attitude dans la relation avec les élèves, sont traduites par l'aménagement de sa classe. Extrait tiré d'un des ouvrages de Nancy Gaudreault, qui est une professionnelle connue et reconnue dans le domaine de l'éducation. Donc, à propos de nos trucs et astuces, on vous propose d'offrir une variété d'assises et de surfaces de travail. Et dans un monde idéal, on aurait plus de places qui seraient disponibles aussi que de nombre d'élèves, afin de rendre le tout possible. On vous propose aussi de varier les types d'aménagement et de configuration. Pour cela, pourquoi pas utiliser les murs, les tableaux, les fenêtres pour écrire, donc qui sont des belles surfaces de travail verticales pour travailler davantage debout. Et à propos des tableaux, on vous recommande de faire un ménage au niveau de votre affichage et peut-être vous re-questionner à ce moment-là sur les outils de référence. Est-ce qu'ils ont besoin d'être affichés de manière permanente? Si la réponse est non, il y aurait peut-être lieu de ranger dans un endroit commun et connu des élèves, donc les outils de référence qui pourraient être consultés au besoin par ces derniers. Puis en même temps, ça amène un petit peu plus de déplacement dans la classe. On vous propose aussi de penser, on va revenir, merci, de penser au potentiel pédagogique de chaque espace ou du mobilier déjà existant, donc surtout si vous n'avez pas de ressources financières associées au projet. Donc, pourquoi pas voir avec ce que vous avez déjà dans votre classe. On peut penser notamment aux bibliothèques, aux bahuts, à vos espaces de rangement qui pourraient servir de surface de travail horizontale pour travailler debout et pourquoi pas travailler aussi en mode collaboratif. Ici, on vous image donc une façon de séparer la classe en zones. Là, on est conscient que les classes au Québec ne ressemblent pas à ça, outre peut-être nos fameuses classes dans le lab école. Mais en attendant d'avoir un lab école, c'est juste pour donner un aperçu de comment on peut séparer les zones dans la classe. Donc, la zone numéro 1 pourrait être une zone de communication en grand groupe, de rassemblement. Là, ici, on a illustré des bureaux assis debout, donc qui peuvent être ajustables. Ça pourrait être aussi représenté par vos bureaux là, que vous avez déjà dans vos classes. La zone numéro 2, qui serait plus associée à une zone de besoin, de travail de besoin en sous-groupe. La zone numéro 3, plus une zone calme, zone de lecture, qui, d'ailleurs, si vous avez un divan en classe, ça pourrait être un bon endroit pour le mettre. Et la zone numéro 4, donc, serait une zone d'échange, de collaboration pour les élèves. Et à cet effet-là, c'est vrai, Marianne, peut-être avant de changer de diapo, il y avait une question du public qui nous demandait est-ce que c'était normal d'essayer plusieurs configurations avant d'arriver à la bonne? Puis on vous répond que oui, c'est normal de le faire. Donc, c'est parce qu'on va adapter, dans le fond, selon nos intentions pédagogiques, selon la dynamique de groupe, selon le format de classe aussi que vous avez. Donc, c'est normal de faire et de tester des choses. Puis, ce qu'on vous recommande aussi, c'est d'apporter des changements de manière graduelle. Donc, à ce moment-là, vous ne changez pas tout en même temps. Donc, c'est plus facile pour vous de vous rapproprier un nouvel environnement, de même que pour vos élèves. Et finalement, pour l'aménagement flexible, dernier petit truc qu'on vous partage, donc engager les élèves avec vous dans le projet. Pour ça, on vous a mis dans le guide d'implantation, dans la section outils, deux formes de sondage que vous pouvez faire auprès de vos élèves. Donc, celui-là, le premier était avec des emojis, donc c'est plus peut-être pour les plus petits qu'on va les amener à se questionner sur leur niveau de confort, sur les différents postes de travail que vous leur rendez disponibles. Puis Marianne, si tu cliques, on va avoir accès au deuxième questionnaire qui, lui, va servir plus pour les plus vieux. Donc, on va creuser un petit peu plus loin la question. On va les amener à se connaître en tant qu'apprenants, puis pour vraiment qu'ils puissent identifier quel espace de travail va être le mieux selon la nature de la tâche demandée. Au niveau des pratiques pédagogiques, on va aussi commencer avec un « saviez-vous que ». Donc, les établissements scolaires ont la responsabilité d'offrir à chaque élève un environnement éducatif adapté à ses intérêts, à ses attitudes et à ses besoins en différenciant la pédagogie et en offrant une plus grande diversification des parcours scolaires.
extraits issus de la politique de la réussite éducative et aussi, en passant, la différenciation pédagogique est aussi mise de l'avant dans le programme de formation de l'École québécoise, tant pour le programme de niveau primaire et du niveau secondaire. À cet effet-là, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce cadre de pratique pédagogique, on vous invite à consulter le guide, bien sûr, et aussi vos conseillers pédagogiques. Maintenant, nous, on vous propose de manière un petit peu plus simple des exemples de jeux pédagogiques actifs qu'on a pu observer dans le cadre de notre projet d'évaluation. Donc, pour le niveau primaire, ici, on a, qui est illustré à notre gauche, on a un corrigé donc de dictée qui était affiché dans le corridor. Donc, les élèves avaient à se déplacer pour aller faire leur autocorrection. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise encore à intégrer du déplacement dans la classe, voire même jusque dans le corridor, on vous propose de commencer par l'intégration de mouvements stationnaires. Donc, c'est-à-dire que chaque élève va demeurer à leur place. Puis, on illustre cet exemple-là par un jogging mathématique actif, donc qui pourrait être entre chaque numéro. Les élèves pourraient se lever à leur place et faire un mouvement de leur choix, question de se dégourdir. Autre exemple pour le niveau secondaire, cette fois-ci. Donc, ici, à notre gauche, on a une résolution de problème qui se fait en équipe dans une classe de mathématiques. Et, pardon, à droite, on a un cours d'espagnol où les élèves étaient amenés à l'extérieur et faisaient le jeu de traverse couleur. Si jamais aussi vous voulez avoir d'autres idées pour les jeux pédagogiques actifs, on vous invite à consulter le guide à la page 27. Du point de vue de l'ergonomie, cette fois-ci, on commence toujours avec un « savez-vous que ». Donc, malgré le fait qu'on a beaucoup de recherches, pour nous, mais il existe beaucoup de recherches qui ont permis de mesurer la taille de nos jeunes Canadiens, il ne semble pas exister de standard canadien et encore moins québécois pour concevoir du mobilier scolaire adapté aux dimensions des enfants. Donc, la conception du mobilier scolaire va plutôt traiter de standards en matière de sécurité et de durabilité. Donc, ce qui nous amène à dire qu'on a encore du travail à faire à ce niveau-là et aussi que ça peut être une bonne raison pour ne pas passer trop de temps assis à son bureau parce qu'on sait que le mobilier est plus ou moins adapté pour l'ensemble de nos élèves. Donc, extrait tiré de l'équipe de recherche scolaire. Quelques trucs pour assurer le confort et la santé physique des élèves. Donc, on vous propose de diversifier les hauteurs des assises et des postes de travail afin de permettre différentes postures. De prioriser le mobilier ajustable. Donc, si vous allez vers de l'achat de mobilier, c'est sûr que ce serait super intéressant de le faire de cette façon-là. Si jamais vous gardez votre mobilier existant, ce qu'on vous recommande, c'est qu'à quelques reprises durant l'année, de vérifier, valider la hauteur des différentes assises et des bureaux, puisque nos jeunes grandissent durant l'année. Et finalement, un des points les plus importants, donc on veut vraiment viser à diminuer, voire à interrompre le temps passé en position assise de manière statique et prolongée. À cet effet-là, on vous propose une répartition du temps avec les différentes postures qui est inspirée du docteur Breit-Ecker, qui est un expert sur le développement de la posture et aussi de l'exercice en Allemagne. Et c'est aussi un concepteur de mobilier scolaire, flexible et dynamique. Donc, pour la moitié du temps école, donc on propose une position assise, idéalement dynamique, qui est illustrée ici par un banc oscillant, par un ballon. Mais on sait que dans la réalité, dans la pratique, donc il y aura quand même, selon la nature de la tâche à faire, il y aura quand même des moments où le bureau ou être assis à une place fixe sera le meilleur endroit. Donc, si jamais vous savez que vous avez, exemple, un projet d'écriture où le jeune ou les jeunes seront appelés à rester longtemps à leur place, ce qu'on vous propose, c'est à ce moment-là de morceler la tâche, puis d'intégrer des moments de pause. Et ensuite, toujours dans la répartition des différentes postures, on parle aussi de la posture debout, donc l'importance de la posture debout, qui est illustrée ici par différentes surfaces, donc soit de surface verticale ou surface horizontale. Puis, on parle aussi d'ajouter du temps en déplacement.
Donc, qui peut se traduire par des ajouts de pauses actives, qui d'ailleurs, on en profite pour vous partager l'outil Ose la pause que vous retrouvez sur le site oura.ca, qui est un outil gratuit. Puis ensuite, on peut parler aussi d'intégration donc de jeux pédagogiques actifs, de mouvements dans les apprentissages. Et en conclusion, Marianne, si tu peux le... Donc, les résultats du projet pilote d'évaluation combinés aux récentes données scientifiques démontrent que l'implantation d'un environnement flexible peut réellement contribuer à rendre les élèves plus actifs et moins sédentaires et, très important, sans nuire à leurs apprentissages. Et finalement, ce que ça nous amène à dire, c'est que tous les enseignants, toutes les enseignantes peuvent implanter une classe flexible grâce à différentes actions qui vont être liées à l'aménagement physique de la classe, qui va être adapté à l'ensemble des élèves, et aussi à une diversification de nos pratiques pédagogiques, notamment en intégrant plus de mouvements dans le cadre des apprentissages. Et on en profite, donc, comme tu l'as fait, Marianne, remercier nos nombreux collaborateurs sans qui le projet d'évaluation n'aurait pu avoir lieu. Et finalement, donc, si ce n'est déjà fait, on vous invite à aller télécharger le guide d'implantation. Vous pouvez le faire en suivant le code, en scannant le code QR ici qui apparaît à l'écran. Et si jamais vous avez des questions ou des besoins en termes de formation ou d'accompagnement pour le projet Ma classe flexible, on vous invite à nous écrire à info@commercialoura.ca. Super. Un grand merci, Caroline. Donc, on a vu là, que c'est assez condensé, là, toute l'information qu'on vous a transmise, mais ne vous inquiétez pas, là, il y a vraiment façon de la digérer. D'abord, je réitère d'aller télécharger le guide qui est également en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le diffuser finalement ou à le faire parvenir à vos collègues. Et maintenant, je vais donner la parole à Valérie qui va diriger la période des questions et qui l'a fait tout au long de notre webinaire. Il y a David aussi qui s'est connecté avec nous, donc qui est plus en lien avec le Scoping Review. Alors, Valérie, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Donc, d'emblée, là, je voudrais nommer Caroline, ça se peut-tu qu'il y ait un petit retour de son? Merci, parce qu'on est dans la même pièce, donc on communique. En fait, j'ai une question à laquelle on ne t'a pas répondu tout de suite, Caro, puis je sais que c'est juste parce qu'on a voulu rentrer dans le temps, mais on m'a demandé est-ce qu'on a recensé le nombre de classes flexibles au Québec? Donc, je sais très bien que tu as la réponse à cette question. Alors, je te laisse prendre la parole. Oui, ben, en fait, c'est basé sur une étude de Jonathan Buluto, qui est professeur à l'UQAM, qui, lui, a recensé plus de 2000, autour de 2000 classes. Puis, par contre, on se disait que c'était sûrement un chiffre qu'on pouvait gonfler un peu. Donc, on parlait autour de 2000 classes. Puis, nous, dans le cadre de notre déploiement de projets de classe flexible, on a accompagné là, plus de 200 enseignants et enseignantes, donc en termes de formation et d'accompagnement. Génial. Donc, je viens de voir aussi là, une autre question qui est arrivée dans le clavartage, dans les questions et réponses. On nous dit j'aimerais savoir si vous avez certaines informations sur les retombées sur le plan personnel et social, par exemple les compétences sociales des jeunes, les connaissances de soi, les relations de l'enseignante avec l'élève, les relations avec les pairs. Donc, c'est quoi l'impact des classes flexibles sur tout ça? Donc, je sais qu'Alix en a parlé un petit peu là, d'entrée de jeu. Et puis, je peux continuer. Dans le fond, là, ce qu'on avait recensé aussi, là, c'est vraiment une amélioration de la collaboration, du sentiment d'appartenance à la classe. C'est ce qu'on voyait aussi, là, c'est ce que les gens nous ont nommé. Là, donc, quand on avait fait un questionnaire d'appréciation qui était qui était subjectif, en fait, dont les gens nous donnaient vraiment leurs impressions sur la classe flexible. Et c'est là qu'on avait ces informations-là. Donc, on voyait là, que les jeunes apprenaient à collaborer entre eux. Ils apprenaient à aller chercher l'information aussi auprès des autres jeunes de la classe, pas toujours se référer à l'enseignante avec les sous-groupes de besoins, avec les îlots de travail. Là, ça mettait la place à faire ça aussi. Donc, c'était des classes qui étaient très collaboratives, parfois aussi un peu plus bruyantes, peut-être dans le sens où on avait beaucoup plus d'échanges dans ces classes-là, mais c'était aussi très positif là, du côté de la relation que les jeunes entretenaient entre eux dans les classes flexibles. Je vois aussi, comme dit, j'aurais aimé savoir s'il y a un groupe de partage de classes flexibles
parce qu'il n'y en a pas à votre école. Donc, ben oui, nous, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle Ma classe flexible, le MA en majuscule. Et puis, je vais vous partager le lien là, dans la conversation. Donc, c'est un groupe du Québec avec nos réalités d'ici. On y partage aussi des trucs, des astuces, des petits jeux qu'on peut faire avec les élèves et tout. Puis, les gens peuvent librement poser des questions aussi, là, puis ça nous fait plaisir d'y répondre. Donc, voilà, donc je vais vous partager ce lien-là sous peu. Et puis, j'avais aussi une autre question là, qui est arrivée d'avance. Je vais proposer à Caroline d'y répondre. Donc, on nous avait posé en amont de la formation, c'est quoi les conditions de succès pour implanter une classe flexible? Donc, qu'est-ce qui est conseillé pour que ça soit un succès, que ça soit bien réussi? Donc, je laisse ma collègue répondre. Bon, je suis désolée, j'ai encore un problème technique, donc je tente d'ouvrir ma caméra, puis ma caméra ne fonctionne pas. Mais bref, donc pour les conditions de succès, on va parler, comme on l'avait nommé tout à l'heure, là, pour les professeurs, donc pour les enseignants, pardon, cibler nos intentions derrière le changement, donc cibler les raisons qui nous motivent à implanter la classe flexible, apporter des changements graduels, donc ça aussi, on l'a nommé tout à l'heure. Donc, vraiment y aller une étape à la fois ou un nouveau mobilier à la fois. Puis en même temps, ça donne le temps de bien modéliser les comportements attendus, les bonnes postures à adopter. Qui d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les bonnes postures, je ne l'ai pas nommé durant la présentation tout à l'heure, mais dans le guide d'implantation, on a aussi mis à votre disposition des pictogrammes. Donc, si jamais vous voulez afficher les bonnes postures selon différents postes de travail que vous avez de disponibles dans la classe, donc c'est possible de le faire. Je ferme la parenthèse. Ensuite, avoir le soutien de la direction. Donc, c'est sûr que c'est une condition sine qua non pour peu importe le projet qui sera implanté dans une école. Et finalement, donc, si vous voulez vous sentir davantage outillé, accompagné, donc c'est possible de le faire par différents experts à l'externe. Puis nous aussi, donc ça fait partie de notre offre de service. Super. J'ai eu une autre question aussi, là. Donc, on a demandé si on avait de l'information parce qu'on a testé avec une clientèle TSA au secondaire. Donc, nous aussi, on a fait ce test-là. Donc, on est allé voir avec cette clientèle-là si la classe flexible pouvait répondre à leurs besoins, si c'était quelque chose qui était apprécié. C'est sûr que la nouveauté, hein, ça se fait vraiment graduellement dans ces classes-là aussi. C'était apprécié, mais ça devait venir avec un code d'utilisation très clair. Donc, vraiment savoir quel poste je peux utiliser, à quel moment. Souvent, joint à une tâche, c'était plus apprécié aussi là, de dire, OK, ben, si je fais c'est du français, ben là, je pourrais le faire assis sur mon banc oscillant, par exemple. Là. Donc, c'était vraiment je vous dirais, plus avec une séquence précise, avec des conditions d'utilisation aussi, là, dont on présentait ça comme ça aux élèves, puis ça se passait mieux dans ces moments-là. Si vous voulez, là, la personne qui a posé la question, vous pourrez communiquer avec nous, puis on pourra vous partager là, d'autres petits trucs avec cette clientèle. On a aussi, bon, à la suite de la lecture du guide, est-ce qu'on est en mesure de démarrer rapidement une classe flexible nous-mêmes? On se spécialise vraiment dans ça, là, nous, de dire on peut partir ça graduellement quand on veut, on fait des petits changements, on se met à travailler debout quelques fois dans la journée, fixer un objectif différent, peut-être un atelier lié à une activité en particulier qui va se faire de façon plus en mouvement. Donc, oui, on peut le faire dès maintenant. Puis, chaque petit geste compte, chaque petite modification qu'on fait, ben, c'est un plus pour contrer la sédentarité puis pour mettre les élèves en mouvement rapidement. On m'a demandé aussi s'il y a des parents qui ont été sondés sur la perception de leurs jeunes avant et après la classe flexible, si on remarqué que leurs jeunes revenaient à l'école plus ou moins fatigués, plus intéressés à bouger, si ça a un impact. C'est sûr que quand on démarre une classe flexible, c'est sûr qu'on vous conseille de mettre les parents dans le coup, hein, de leur expliquer les bienfaits de ça, puis d'utiliser tout ce qui est dans le guide là, comme argumentaire là, pour pouvoir parler des effets bénéfiques. On n'a pas fait, nous, de sondage précisément avec les parents. J'ai entendu parfois là, entre les branches là, que c'est sûr qu'il y avait des parents craintifs au départ, mais qu'une fois qu'on prenait le temps de bien leur expliquer, qu'ils savaient que leur enfant allait assurément avoir une place pour travailler dans la classe, bien là, ils étaient plus à l'aise avec ça. On m'a aussi dit des fois qu'il y avait certains élèves là, qui pouvaient ressentir de la fatigue musculaire, là, même de dire que, bon Dieu, mes muscles ont travaillé plus fort qu'habituellement. Là, donc, ils se rendaient compte qu'il était temps là, qu'on ajoute un peu de mouvement dans la journée. Là, c'est juste le fait d'être debout devenait plus exigeant. Donc, il y avait des parents très heureux aussi là, qu'on permette à leurs enfants de bouger parce qu'ils en avaient besoin.
Donc, il y avait un peu de tout, mais nous, personnellement, on n'a pas fait dans ce projet-là de sondage là, aux parents. On nous dit la question des parents revient souvent en France lors de ces formations. En effet, on a même des outils là, pour bien présenter la classe flexible, mais je vous dis, tous les arguments qui sont dans le guide peuvent vraiment vous être utiles là, pour montrer à quel point c'est bénéfique, puis à quel point c'est une voie d'avenir, puis c'est vers là qu'on devrait se pencher là, pour que nos jeunes puissent tous se reconnaître. On apprend tous de façon différente, donc d'avoir plusieurs options pour pouvoir écouter, pour pouvoir travailler, c'est vraiment la voie de l'avenir. Donc, moi, je pense que Marianne, on arrive pas mal à la fin là, du webinaire. Si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour les envoyer ou même nous les écrire par la suite. Ça nous fera plaisir de faire des suivis individuels là, avec vous là, selon ce qui vous préoccupe. Oui, génial. Donc, merci tout le monde. La mobilisation est très fière de vous présenter ce projet-là qui est un projet de longue haleine, donc quand même plusieurs années à y penser, à réfléchir. On vous invite grandement à partager la bonne nouvelle. Sachez que les trucs pour les diminutions des comportements sédentaires, c'est aussi valable pour les travailleurs en télétravail ou les gens qui sont devant les ordinateurs. Donc, je vous invite également là, à dépasser les frontières du scolaire. Vraiment, on souhaite qu'il y ait de plus en plus de classes flexibles, puis en étant très conscient qu'il faut toujours jumeler ça avec des bonnes pratiques pédagogiques, parce que l'objectif, bien sûr, c'est l'apprentissage avant tout. Donc, voilà. Merci pour votre attention, votre intérêt, votre participation. Sachez là, que toutes les études qui ont été citées se retrouvent également dans la présentation. On vous souhaite de belles classes flexibles et surtout une bonne fin de journée. Donc, merci à tous.